Bonjour, voler au-dessus de notre planète et l'observer tranquillement sans pour autant être astronaute, un rêve que certains ont déjà réalisé. La mobilité spatiale est d'ailleurs devenue réalité pour Richard Branson le 11 juillet 2021 à bord de son spaceship. Le patron de Virgin Galactic a d'ailleurs peut-être ouvert l'industrie spatiale commerciale. 9 jours plus tard, c'est au tour de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, de prendre son envol le 20 juillet 2021, donc à bord de Blue Origin, pour un vol suborbital à 100 km au-dessus de nos têtes. Et en septembre, c'est au tour d'Elon Musk d'envoyer 4 passagers dans l'espace pour 3 jours, avec aucun professionnel à bord. C'est le début du tourisme spatial. Plus proche de nous, à une 50aine de kilomètres au-dessus de nos têtes, donc dans la stratosphère. Cet avion à énergie solaire, Solar Stratos, partira bientôt, en 2024, pour son premier vol dans la stratosphère avec Raphaël Donjean. Et à présent, un projet incroyable d'un homme, Arnaud Longobardi, qui a imaginé Stratoflight, cette capsule avec, vous le voyez, un petit balcon à l'arrière qui domine la planète pour bien voir sa courbure. Et nous avons la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Arnaud Longobardi. Bonjour Luc. Et merci d'être avec nous. Donc c'est vous qui êtes donc à l'origine de ce projet Stratoflight. Vous êtes également champion de France de wingsuit. Vous pratiquez des sports extrêmes de l'air comme le speed riding, le speed flying. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et puis vous êtes un peu plus raisonnablement pilote de ligne chez Air France et vous vous décrivez vous-même comme finalement un aventurier des airs. Donc expliquez-nous déjà ce projet de Stratoflight. C'est une capsule pour les touristes dans la stratosphère? Alors c'est une capsule pour la stratosphère, pour les touristes oui, mais pas que. C'est aussi une capsule, un démonstrateur technologique pour des expériences scientifiques, des relevés, la connaissance de la stratosphère, finalement qui a été traversée par beaucoup de missions spatiales, mais dans laquelle on ne voyage pas vraiment. Alors, comment ça s'élève dans les airs? Parce que je crois qu'il n'y a pas une goutte de carburant pour aller dans la stratosphère, donc ça, c'est quand même une gageure. Vous utilisez un ballon similaire à celui des Chinois qui a été abattu il n'y a pas longtemps par les Américains, en espérant qu'il ne vous arrive pas la même chose, bien sûr. Ça pourrait être ça. J'utilise l'expérience du CNES concernant l'ascension de la navette par un ballon, en effet, avec de l'hydrogène décarboné, donc pas de pollution, jusqu'à une altitude de 35 000 mètres environ. Et puis une redescente avec ce même ballon qui est contrôlé avec une vanne d'ouverture pour diminuer sa masse et redescendre. Sa pression. Oui. Voilà. Et puis à une altitude de l'ordre de 8000 mètres, on va séparer la navette du ballon et on va ouvrir une voile et on va rentrer sur Terre en pilotant une voile sans moteur. Et qui va piloter ça? C'est vous? C'est moi. Et alors, quand on est aussi haut donc dans la stratosphère, on ne peut plus respirer, il n'y a plus d'oxygène. Donc il faut un scaphandre. Expliquez-nous pour aller sur ce balcon qui est quand même incroyable d'aller surveiller comme ça la courbure de la Terre. C'est ça. Déjà, la courbure de la Terre apparaît aux alentours de 20 km. Là, on est beaucoup plus haut, donc on voit vraiment ce qui se passe au niveau de la courbure de la Terre. Et il faut en effet un live support, un système pressurisé qui va retranscrire les conditions proches du sol pour pouvoir aller à l'extérieur, respirer, être physiologiquement en bonne condition et regarder ce qui se passe, tout simplement, observer. Et ce projet est réaliste? Vous en êtes où et c'est prévu pour quand? Ça fait 3 ans que je travaille beaucoup sur ce projet et j'ai constitué une équipe avec des gens de confiance, évidemment. On en est cette année à la construction de la première navette test qu'on va piloter à distance. Et ensuite, on va équiper cette navette de commande de vol avec une instrumentation simple pour pouvoir la piloter et que je puisse la piloter. Et donc, ça serait made in France? C'est ce que je me bats pour ça depuis des années, depuis 3 ans, pour que ça reste un projet français. C'est pas toujours facile, mais le projet commence à être connu, les investisseurs se présentent. Vous serez d'ailleurs au Bourget bientôt. On sera au Bourget au mois de juin et on sera également au Salon de Genève dans quelques jours. Alors, vous ne restez pas les 2 pieds dans le même sabot, même si vous avez les pieds sur terre. Vous vous êtes, il n'y a pas longtemps, lancé dans un exploit incroyable avec un flying suit, si je ne me trompe, ou avec en tout cas une voile rapide, un speed flying, c'est ça? Exactement. Pour atterrir finalement dans une télécabine en mouvement. Donc ça, expliquez-nous, ça se prépare comme un plan de vol pour un pilote de ligne que vous êtes ou ça n'a rien à voir? Non, il y a des points communs en termes de rigueur, de réflexion, de trajectoire de vol. Je n'ai pas réinventé le vol du tout. J'ai simplement eu cette envie atypique, certes. Vu de l'extérieur, on peut dire ce gars est fou, mais pas du tout. C'est un jeu de pilotage. Bond. Il est Oui, ça aurait pu être un petit James Bond. C'est vrai que ça ressemble plus à une cascade, mais cet atterrissage en
télécabine, c'est la rencontre entre un véhicule fixe sur un câble et un véhicule qui provient de l'air. Je voulais rentrer dans cette télécabine, c'était À quelle une vitesse? idée. Pas si rapide que ça, une approche de l'ordre de 80 km/h et une réduction vers 35 km/h. Mais il y avait des problématiques puisque la cabine bougeait sur le câble dans ces 3 axes. Et donc, il fallait s'adapter, jouer avec elle, apprendre à la connaître finalement. Donc, il faut avoir les bons courants d'air, le bon jour, au bon moment, quoi. Il faut être bien comme il faut au bon moment, c'est sûr. Alors, vous êtes aussi champion de France de wingsuit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette espèce de vêtement qui ressemble à celui d'une chauve-souris, même ça. si une chauve-souris n'en met pas de vêtements. Donc, expliquez-nous là aussi comment ça se passe, parce qu'on a l'impression que le risque est encore largement supérieur. La wingsuit, je pense que c'est la forme d'expression la plus libre du vol, puisqu'on n'a rien, évidemment pas de moteur, peu d'accessoires. On a cette combinaison qui est finalement une peau au-dessus du corps et on va piloter de la tête jusqu'au doigt de pied. Tout compte. Le moindre déplacement millimétrique donne un impact sur le vol. C'est très très libre, c'est fabuleux comme type de vol. Vous vous sentez comme un oiseau à ce moment-là? On aimerait bien, on est beaucoup moins doué que les oiseaux, mais ça s'en rapproche. Et racontez-nous la première fois quand vous êtes élancé, parce qu'il y a bien une première fois en wingsuit. La Ça va première être fois, impressionnant. j'avais peur, même la deuxième. Ça vient au fur et à mesure, c'est une expérience qui s'acquiert avec beaucoup de sauts de parachutisme, en changeant de combinaison au fur et à mesure, de plus en plus grande, et puis l'expérience vient, et puis on construit comme ça son expérience autour des sauts, des vols, des acrobaties, on progresse. À quelle vitesse, Max, ça va, ça? On peut aller à 350 km/h si on est bien dans l'angle, bien en piqué. C'est physique, c'est difficile à piloter. Vous appelez ça bien? Moi, je dirais mal. Il faudrait peut-être mieux aller moins vite. Mais bon, j'imagine, si je mets la main à la portière de ma voiture, ça va très fort. Et vous voudriez encore aller plus vite, l'équiper, ce wingsuit? Alors oui, j'aimerais voler différemment et la motoriser en fait pour pouvoir voler avec d'autres aérodynes, un planeur, un avion, des choses comme ça, et voler longtemps, voler 9 minutes. Ah oui, c'est assez long, j'imagine, en wingsuit. Oui. Oui, c'est long, physiquement, 9 minutes, c'est beaucoup. Alors, je le disais, vous êtes aussi pilote de ligne chez Air France, donc vous êtes habitué, j'imagine, au vol de nuit dans votre avion. Et donc, ça ne vous a pas suffi, vous avez chaussé les skis, vous avez pris un petit parapente et vous êtes parti sur les glaciers du Mont Blanc. Donc, c'est ça qu'on appelle le speed riding, hein, je crois. C'est exactement ça, du ski avec une toute petite voile, ça va très vite, c'est très maniable, on peut faire beaucoup de choses. Et ce que vous me dites est très marrant, puisque quand j'allais souvent à Turin en vol, je passais au-dessus du Mont Blanc, et je voyais donc Chamonix, la ville où j'habite, d'en haut, et ça m'a donné l'envie d'entrer dans les glaciers, de voler de nuit, un peu comparable à mon métier de pilote de nuit. Il y a une atmosphère, une ambiance très différente la nuit. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est On rencontre des animaux? contemplatif, on est seul, il n'y a presque pas de bruit, il n'y a évidemment pas de lumière. Donc on est très proche de la nature, je trouve que c'est intense, surtout le fait de pratiquer à 4000 mètres la nuit. C'était toute une organisation de cordées avec des volontaires de Chamonix qui ont été nombreux, une centaine peut-être, et on a vécu une aventure Et c'est exceptionnelle. extrêmement dangereux, ça. C'est dangereux, ça peut être dangereux. Vous préparez, vous repérez le terrain? Comment vous Ouais, tout ce que je fais, je le prépare beaucoup, avec la même conscience que celle que j'ai dans mon métier de pilote ou dans ma vie de tous les jours. Il n'y a pas de secret, hein. La préparation, c'est le gage de sécurité pour pas avoir de problème. Ce que vous dites, c'est contemplatif, mais quand on vous voit dévaler, on n'a pas l'impression que vous êtes contemplatif. C'est à toute vitesse. À quelle vitesse, là, à peu près, vous descendez? Sur ce film-là, je ne vais pas très vite, je ne dépasse pas les 110 km/h, mais les tracés sont assez étroits, je passe entre les glaciers, donc il faut un pilotage très précis. Et on n'est pas forcément dans la recherche de vitesse, on est dans la recherche de trajectoire, composée avec des lumières pour voir les glaciers. C'est tout un travail d'équipe. Alors, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur pour les jours à venir? Est-ce que c'est votre projet dans la stratosphère ou votre prochain exploit sportif? Mais il n'y a pas de valeurs différentes. Je n'ai pas de petits ou gros projets pour moi. Je les fais tous avec la même envie, la même conscience. De fait, Stratoflight, c'est un projet énorme puisqu'il fait appel à beaucoup de structures, de matériaux, de compétences technologiques. Et les plus petits projets, ils sont finalement aussi difficiles puisqu'il faut les réfléchir, il faut les construire. Donc je mène 2-3 projets en parallèle. Ça permet de s'aérer un peu l'esprit plutôt que de tunneliser dans un seul projet. Et donc, les projets m'aident l'un pour l'autre en termes de réflexion, d'innovation, de conception, d'intégration des systèmes. Et là, Stratoflight, concrètement, c'est fait en quel matériau? Du carbone, j'imagine? Quelque chose d'assez léger et résistant? Alors, ça pourrait être du carbone, mais on est parti sur des matériaux biosourcés.
dégradables, comme par exemple le bambou. Voilà. C'est des structures qui travaillent très bien, qui supportent la pressurisation et qui sont naturelles. J'essaie de faire du projet Stratoflight un projet 100% green. Il ne le sera peut-être pas à 100%, mais en tout cas, on travaille dans ce sens. Est-ce que c'est une conviction que vous avez? Oui, je crois que c'est dans l'air du temps. Et puis c'est aussi un challenge de faire voler, d'aller dans la stratosphère, de faire voler un avion, un planeur, ce qu'on veut, de faire un voyage hors de la Terre sans polluer. C'est un super challenge, j'adore. Ça vous vient de vos lectures de bande dessinée quand vous étiez petit ou pas, ça? Ben, je ne sais pas trop d'où ça vient, je me suis posé la question, je n'ai pas encore la réponse. Merci Arnaud Longobardi. En tout cas, bravo pour tous ces exploits à ne pas reproduire soi-même chez soi, parce qu'on l'a bien compris, il y a quand même quelques dangers et ça se prépare. En tout cas, merci d'être venu ici sur France Info et donc restez parmi nous sur France Info. Merci Luc.